Précédemment, dans la première partie de l'épisode de Miroir médiatique sur les discriminations. J'ai l'impression que nos initiatives par rapport aux rédactions et aux médias et aux journalistes, pour l'instant, en tout cas, tout assaut confondu, c'est de faire de l'éducation sur comment bien traiter de nos sujets, quoi. Comment bien traiter des violences faites aux femmes, comment bien traiter du racisme, comment bien traiter des sujets liés au genre. Évidemment, il y a intégrer les personnes dans les entreprises, etc., dans les médias, mais il y a aussi quels sont les discours qui vont émaner de ces médias-là, qui va les écrire, comment on va les écrire, etc. Et je pense que ça passe aussi par une réécriture de ces discours-là, quoi. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'une rédaction qui sera raciste dans son traitement médiatique, en fait, elle sera raciste aussi dans la manière d'évoluer au quotidien avec ses collègues. Donc, cette question du traitement médiatique, elle est extrêmement importante. Dans la première partie de cet épisode, nous avons abordé les discriminations racistes, sexistes, validistes et homophobes au sein des rédactions. Nous avons exploré les formes qu'elles prennent, l'impact qu'elles ont sur la carrière des journalistes concernés et les mécanismes à mettre en place pour réduire ces discriminations. Les extraits que vous avez entendus précédemment proviennent de cette dernière partie et ils mettent en exergue l'importance de la corrélation entre les discriminations en rédaction et le traitement médiatique qui est fait de ces enjeux. En 2022, selon le baromètre de la représentation de la société française, l'Arcom a reçu plus de 13 500 saisines dénonçant des discriminations. Le chiffre est énorme, le chemin est encore long. Que penser alors du traitement médiatique des enjeux de discrimination ? Est-il satisfaisant ? Les médias jouent-ils leur rôle en représentant fidèlement la population française ? En finalité, il s'agira de se demander si les apories de fonctionnement constatées au sein des rédactions sont le reflet du traitement médiatique qu'elles réaliseront ensuite de ces enjeux. Et vous avez tous et toutes beaucoup parlé du traitement médiatique, qui est du coup effectivement un gros bout qui explique les discriminations, qui est à la fois cause et conséquence des discriminations. Donc je vous ai préparé un petit medley de titres d'articles de presse qui m'ont attrapé l'œil. Donc il y en a que quelques-uns, j'ai dû faire une sélection malheureusement. Mais on a par exemple 20 minutes suisse qui titre « Il frappe sa femme car il n'aime pas la cuisson des patates », puisque évidemment c'est la raison principale pour laquelle il a décidé de la frapper. On a aussi très beau celui-ci, Bayern PSG, dans quel état émotionnel Hakimi, accusé de viol, va-t-il aborder la rencontre ? Comment se sent-il le pauvre ? Est-il capable de courir ? Ça peut être difficile éventuellement. On a le JDD qui titre « Délinquance et immigration, la réalité chiffrée qui dérange ». Voilà, sans commentaire. Ensuite, on a le Figaro qui nous dit, qui titre donc « Ils ont changé de sexe et le regrettent, le grand tabou de la détransition ». Puisque bien sûr, toutes les personnes trans le font par effet de mode et puis regrettent juste C'est un après. grand classique. On a aussi un titre que j'ai trouvé sincèrement particulièrement drôle. Donc c'est les Zizians entre guillemets, ce nébuleux groupe sectaire végano-transgenre impliqué dans 6 meurtres aux États-Unis. Et alors la précision végano-transgenre, je l'ai trouvé géniale parce que je vois vraiment pas le rapport avec le fait d'être végane et d'être une personne trans et le fait de tuer des gens. Enfin vraiment c'est lunaire. Et pour finir, on a deux titres de Ouest France et Libération. Les jeunes autistes et trisomiques nous apprennent à remettre en question nos a priori. Et Libé qui titre Scolarisation des élèves handicapés, les AESH sont-elles vraiment indispensables ? Ou peut-on laisser les enfants handicapés dans la nature se démerder ? Voilà, donc ça résume un petit peu un gros problème, en tout cas dans le traitement médiatique des discriminations de tout type. Donc la question est bête, mais qu'est-ce qu'on en pense finalement ? Qu'est-ce qu'on pense de ce traitement médiatique ? Et est-ce que, vous avez commencé un peu à en parler, mais est-ce qu'il reflète donc vraiment ce qui se passe en rédaction ? Moi, ce qui me frappe toujours, c'est de me dire, ok, il y a ce titre absolument nauséabond que je lis. Donc, il y a quelqu'un qui l'a écrit, il y a quelqu'un qui l'a édité, il y a toute une rédaction qui l'a validé. Il y a des gens. En fait, c'est pas juste un journaliste qui n'est pas éduqué et qui a fait une gaffe. C'est toute la structure qui a fait la gaffe. Et en fait, c'est leur métier, quoi. Faut pas leur pardonner parce que ils étaient pas. Mais en fait, fais-le. Quand tu es journaliste, quand tu ne connais pas un sujet, qu'est-ce que tu fais ? Tu te renseignes, tu lis la documentation, tu interviews des personnes qui sont expertes. Pourquoi là, est-ce qu'on le fait pas ? Parce qu'on parle de discrimination, parce qu'on parle de personnes minorisées. Du coup, nous, on s'en fout. C'est un membre de la JL qui a écrit un article là-dessus dans Le Monde, qui montre que la transition est totalement décorrélée des effets de mode des écrans. Voilà. Oui, il y a aussi des chiffres qui expliquent que je crois c'est, en tout cas en Belgique, c'est autour de 75% des transitions.
le sont par manque de soutien de Mmh. l'entourage. Donc, soit il n'y a pas assez d'argent pour continuer une transition qui est très coûteuse, soit il y a une fatigue administrative et face au refus et à la transphobie des personnes qui travaillent dans l'administration, c'est trop compliqué, du coup, elles abandonnent parce que leur famille les chasse de chez eux ou bien les renie. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et donc, la grosse majorité des détransitions ne le sont pas parce que ces gens ne se sont, entre guillemets, trompés ou ont, entre guillemets, changé d'avis. Ou le Enfin, regrette. et c'est Il y a aussi, je trouve, toute cette question d'avoir l'argument de dire: «Mais on en parle de plus en plus». Enfin, je pense que vous vous Mmh. rendez pas compte que regardez Mhm. tous les articles qu'on a faits, mais en fait, si ton article, il traduit exactement la même vision et le même regard qu'il y a Oui. des années et qu'il ne change absolument rien, voire il a un impact délétère parce qu'il ancre des idées reçues, il vaut mieux qu'il n'existe pas, tout Mmh. simplement. Oui, Donc on a sorti avec la JL, on fait des études et l'avant-dernière, c'était sur les transidentités. Et en gros, les grandes conclusions de l'étude, c'était enfin on en parle. Et après, c'était il y a toute une partie en fait qui en parle très très mal, quoi. Mmh. Donc oui, c'est enfin devenu un sujet, ce n'est plus tabou, ce n'est plus invisibilisé. Mmh. Maintenant, il va falloir bien le faire, quoi, parce Mais que Mmh. c'est tout aussi mauvais de mal dire que de ne pas dire. Mais moi, je trouve qu'il y a tout un sujet, du coup, sur la question du handicap aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup des médias d'information, mais il y a aussi les médias de fiction. Et avec ce fameux Un petit truc en plus, ce film qui, honnêtement, est à vomir, si vous voulez mon avis, et j'ai pas du tout honte de le dire. C'est un film qui est extrêmement stigmatisant, discriminant, et qui reflète, encore une fois, la même image du handicap. Et il y a eu tout ce traitement médiatique de dire: «Mais vous vous rendez compte? Enfin, ils sont quand même allés à Cannes. Enfin, je veux dire, on les a habillés avec des tenues de marque. Ils ont Qu'est-ce qu'ils été ont de mis la en avant chance. et c'est génial. Et l'année prochaine, il va y avoir un élévateur pour monter les marches de Cannes. Non, mais merci, en fait, déjà. Ouais. Enfin, je veux dire, ça aurait dû être fait depuis des années. Et ce film-là, encore une fois, c'est toujours le même regard qui est posé sur le handicap. Tous ces articles-là, c'est toujours les mêmes approches. Mais on va pas se mentir, ensuite, les personnes racistes, validistes, sexistes, homophobes, etc., vont pas disparaître. Mmh. Elles pullulent dans nos rédactions. Et moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, même si nos formations, elles vont permettre d'aider des jeunes ou des journalistes qui sont sincères dans leur volonté de changer, en fait, il y a la question du rapport de force. Et en fait, on va changer les choses réellement juste par le rapport de force. Mmh. C'est-à-dire, on va se mobiliser, on va se regrouper, et en fait, on va leur imposer le changement. C'est ce qu'on fait aussi avec la carte de presse, par exemple. C'est la question du rapport de force aujourd'hui qui se pose. Parce que moi, j'en suis persuadé, faut qu'on les affiche. Il faut qu'ils aient peur, en fait, d'être affichés pour leur racisme, pour leur sexisme, etc. Et il faut qu'ils se disent, en fait, qu'il y a un coût à être Mais c'est raciste, tu vois. pour moi, c'est ça Mmh. aussi, c'est que le problème, c'est que bon, c'est quand même ça reste, des entreprises qui évoluent dans la société capitaliste et qui ont besoin de faire d'être productives Mmh. et que quand tu titres un média avec un titre raciste, sexiste ou tout ce que tu veux, bah, parfois, il est beaucoup plus lu que, un autre article, qui lui aura, une approche, voilà, déconstruite, on va dire et que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on va te répondre: «Oui, bah, c'est très bien, fais l'article que tu veux, fais ton article de niche, mais personne le lira». Et face à ça, toi, qu'est-ce que tu fais? Donc je trouve qu'il y a tout aussi ce côté qu'il faut sortir de ces logiques-là et moi, pour le coup, je sais pas si là, tu as une réponse à me donner, mais je suis encore en train de chercher la solution. Moi, je crois que, c'est un truc que j'aime pas trop y penser, mais je crois qu'on a besoin des alliés, quoi. Je crois au-delà de se collectiviser et d'être, de faire des ponts entre différentes personnes minorisées, je pense qu'on a besoin des alliés, quoi. Moi, je mettais un point d'honneur à emmerder tout le monde quand j'étais en master. J'allais voir tout le monde en mode genre, mais en fait, dans ta littérature de ton mémoire, il y a quasi pas de femmes. Bah, cherche, en fait. Et faut vraiment rentrer dedans. Et tu sais, c'est les gens, ils sont un peu mous, ils s'intéressent pas trop à la question. Et en fait, il faut vraiment aller gratter et les confronter. Et je trouve que c'est là Faut les éduquer, quoi. Et c'est éreintant, mais mais tu j'ai peux l'impression pas que ça à ton porte un peu échelle ses fruits, pour moi, quoi. tu vois, je trouve que genre à notre échelle, on peut pas du coup aller chercher tout le monde et Ah qu'il oui, y a non. vraiment quelque chose où Et il y c'est a pas pas très juste, longtemps, hein. j'ai été sur le plateau de France 2. Ça m'a terrifiée, le service public, mais quand je te dis que ça m'a terrifiée, c'est que et là, je parle même pas que du validisme, hein, vraiment, il y avait de tout et que je me suis dit: «Mais comment on fait? Le traitement, il en est là, ce qu'on sert aux gens, c'est ça. À cet endroit-là, comment tu fais?» Et quand on te sort l'argument économique, qu'est-ce que tu dis? Il est relatif. Le monde se porte très bien et ils misent sur le qualitatif depuis plusieurs années, comme le New York Times l'a fait avant Covid, quoi. Tu peux faire un article de très grande qualité, mais s'il va heurter trop loin la sensibilité du public. Enfin, tu vois, je pense par exemple pour les questions liées au validisme, on est tellement loin dans la compréhension des enjeux que ne serait-ce que titrer validisme, t'as les 3 quarts des gens qui ne le liront pas. Et donc, enfin, moi j'ai l'impression que je suis à un endroit dans l'histoire, enfin j'en suis venue à cette conclusion-là, où je suis obligée de faire des concessions. Je suis obligée de me dire, bon bah validisme, je vais le mettre à la toute fin de mon article.
tu vois? Ou alors presque je vais même pas le dire et je vais juste utiliser le discrimination à l'égard des personnes handicapées et il y a un peu tous ces trucs-là où aussi c'est extrêmement lent et ben Mais tu prends l'exemple du Monde, mais moi je pense qu'il n'y a pas de rédaction en fait qui soit épargnée par nos sujets. Mmh. Et nous, on les a interpellés, Le Monde par exemple, tu vois. Et oui, ils font des super enquêtes, des super reportages. C'est un titre très intéressant et enfin, qui est modèle dans la presse. Mais n'empêche que nous, on a déjà recensé plusieurs fois des traitements médiatiques qui étaient racistes. Et Et nous, on aimerait ils étaient rencontrer d'ailleurs. réceptifs? Non, ils n'étaient pas réceptifs. Ah, Et parce nous, que on oui, là, aimerait il y a un problème. justement. On a demandé des rendez-vous avec Le Monde. On les a jamais obtenus. Et ça vaut aussi pour la presse indépendante. Mmh. On fait ce constat aussi avec la presse dite de gauche, Mmh. notamment les plus grands titres d'investigation, les plus réputés qu'on admire. Moi Mmh. aussi, hein, que j'admire, que je rêve d'intégrer un jour, etc. Mais en fait, ces entreprises de presse aussi sont discriminantes. Et nous, on a Mmh. constaté vraiment des traitements médiatiques hyper problématiques dans des médias pourtant catalogués très à gauche ou en tout cas qui sont des exemples de modèles économiques. Ça nous arrive aussi. On a interpellé Street Press cet été et ils ont été très réceptifs pour le coup. Ouais, je crois que ça dépend aussi de la capacité d'autocritique de ces médias et de ces Mmh. rédactions. Est-ce qu'elles sont prêtes à entendre et à corriger derrière, quoi? Oui, je voulais pas dire que Le Monde était, un modèle, hein. Vraiment, il y a des problèmes absolument partout et je pense dans nos assos, en plus, on a plein de trucs qu'on connaît très bien en interne. Mmh. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des médias qui misaient pas sur le Mmh. putacliquisme, Ouais, entre ouais, guillemets, ouais. si vous me permettez l'expression, et que ça se passe bien pour eux économiquement. Et puis, il y a finalement enfin, on en revient à cet enjeu de la responsabilité des médias. Quelle est la responsabilité des médias dans la société, dans la diffusion, des idées antiracistes? Est-ce que les médias ont vraiment une influence ou est-ce que les médias sont finalement influencés par la société? Et avec le fait que la société en France notamment se droitise et s'extrême droitise, comme un peu partout dans le monde, malheureusement, est-ce que du coup ça, n'empire pas? Les entreprises, hein, de manière générale, elles ont, des responsabilités vis-à-vis, des salariés, Mmh. notamment, d'assurer le bien-être, en fait, de leurs Mmh. salariés. Donc quand, un salarié en agresse un autre, que ça soit, par des remarques, enfin agression au sens large quoi, donc des remarques, des actes et cetera. En fait, c'est le devoir, de l'employeur de sanctionner cette personne Mmh. et Mmh. pour les questions, de discrimination, on fait passer ça pour des petites broutilles interpersonnelles, qui pourront se Mmh. régler à l'amiable et cetera. Alors qu'en fait, Mmh. derrière, on a quand même tout un droit, qui en dernier recours s'applique, hein, parce que des histoires, d'employeurs qui ont été condamnés, pour discrimination, raciste, sexiste, au prud'homme, dans les médias, il y en a plein. Mmh. Par exemple, RFI en 2014, Mmh. voilà. 200 000 €, je crois qu'ils ont dû verser, à une ancienne salariée. Et en fait, ouais, il faut vraiment sortir de l'échelon personnel et remettre, bah, les choses à leur place, quoi. C'est pas des gens qui s'embrouillent pour des raisons, enfin, à l'échelle de 2 individus. C'est un système qui s'applique et derrière, c'est un système qui doit répondre. Oui, c'est pareil pour les violences sexuelles, généralement, quand il y a un problème dans une entreprise entre collègues ou quoi, c'est un peu en mode genre: «Bon, bah, c'est votre problème, c'est voilà, c'est personnel». Alors que pas du tout et j'aimerais bien rappeler que la présomption d'innocence, c'est un concept pénal qui ne s'applique pas dans ce genre de cas. Donc en fait, l'entreprise peut tout à fait et doit même, selon la plupart de leurs règlements, écarter la personne qui est accusée, en fait. Mmh. Et à l'échelle des formations, les conseils de discipline, en fait, ça existe aussi. Mmh. Parce que bon, j'ai un exemple très, récent, d'un master de journalisme où il y a un élève, qui a harcelé sexuellement, plusieurs étudiantes. Il y a eu aucune sanction. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la peur, elle est du côté des concernés, du côté des Mmh, bien salariés, sûr. elle n'est pas du côté des Mmh. employeurs ou des responsables. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a totalement inversé la charge. Et ça, c'est pour ça en fait qu'on se regroupe. Non, C'est- non, mais je trouve que c'est à tous les niveaux et voilà, c'est sur les violences sexuelles, enfin, on sait très bien que les plaintes pour viol, elles aboutissent pas et cetera et je trouve que, bah, encore une fois, pour donner des exemples sur le cas des personnes handicapées, les établissements qui reçoivent du public, qui sont censés être rendus accessibles, c'est censé être 100. Aujourd'hui, on est à 45 et il y a 70 des établissements qui ont pas pu le faire, qui ont reçu des dérogations, alors que normalement, ils étaient supposés payer une amende. Donc si, en fait, quand tu sais que tu vas pas faire tu vas faire ta petite lettre et tu vas être dépénalisé du coup et qu'il va absolument rien se passer, bah, c'est beaucoup moins d'efforts en fait que décider de Mmh. faire Mm. des travaux et on est tout le temps dans ces logiques-là. C'est qu'on va trouver beaucoup, beaucoup d'excuses aux Mm. personnes, bah, aux dominants, enfin pour le dire comme Mmh. ça,
et en revanche pas beaucoup, aux personnes qui sont victimes, de tout Mmh. ça. Donc il y a vraiment une inversion, bah, du rapport à effectuer, quoi. En Mmh. fait, la loi, elle vaut pour certains, mais pas pour d'autres. Mmh. Ouais. Et moi, j'aimerais juste, ouvrir un petit chapitre belge parce que nous avons chez nous le conseil de déontologie journalistique. Je vous en avais un en France, mais qui est assez jeune, il me semble, et pas Oui, qui est très, pas contraignant du tout. voilà quoi. Nous non plus, il n'est pas contraignant, mais il existe depuis très longtemps et on a le code de déontologie journalistique qui évolue et ça, je trouve ça hyper intéressant. Heu, Quand tu es affilié à l'AJP, c'est l'association des journalistes professionnels qui est d'ailleurs, très inclusive et qui travaille sur les questions de racisme, de genre, de sexualité, et cetera. Tu reçois en fait chaque année ton petit c'est un petit livret, c'est le code de déontologie journalistique remis à jour et tu reçois d'autres petits livrets quand il y a des grosses recommandations qui émanent. Hem Et en fait, le CDJ, c'est un groupe de journalistes, d'anciens journalistes, de juristes, et cetera, qui peuvent recevoir des plaintes, et les juger et rendre un avis. Et non, ce n'est pas contraignant, mais en fait, c'est hyper respecté dans la profession, quoi. Genre, on a envie de bien faire auprès du CDJ et c'est important de bien faire, quoi, pour nous les Belges, apparemment. Mmh. Et du coup, on peut tout à fait genre, tout n'importe qui peut émettre une plainte auprès du CDJ. Ils vont se regrouper, ils vont se documenter, ils vont juger et puis ils vont rendre un jugement, qui s'appelle un jugement d'ailleurs, je pense, mais à vérifier. Et ça peut faire évoluer la déontologie. Et on a eu, je me souviens, parce que le président du conseil de déontologie journalistique était un de mes profs de déontologie à l'école et c'était pendant le covid et il y avait quelqu'un qui avait, mis une plainte, parce qu'il y avait une blague raciste dans un article et le CDJ avait, dit que, bah, non, c'était pas grave parce que c'était de la satire, c'était de l'humour et du coup, c'était pas de la discrimination. Et là, nous journalistes belges un peu, progressistes, on s'est dit genre: «Mais en fait ça va pas du tout», et on a réinterpellé le CDJ. C'est un peu comme si on avait fait un recours, en fait. Ils ont replanché en deuxième instance entre gros guillemets et ils ont dit genre: «Bah oui, en fait, voilà, on a lu ces documents-là sur, la satire, sur l'humour, et le fait que, en fait, quand tu fais une blague discriminante, bah, c'est de la discrimination et Mmh. pas de l'humour». Il y a beaucoup ce truc en France, où on se cache derrière la liberté d'expression et ça, c'est vraiment très, très français, hein. Oui. Ouais. De toujours balancer ça: Mmh. «Non, mais parce que voilà, c'est une satire et cetera». Oui, enfin bon, ta satire, elle est raciste, en fait et genre, c'est problématique, quoi. En Mmh. France, nous, on est très attentifs à la manière dont on représente, à l'image, les photos et les dessins de presse. Et Ouais. c'est vrai que la manière dont on représente certaines catégories de population dans les dessins de presse, en fait, c'est souvent hyper raciste ou sexiste, etc. Ouais. Et on a énormément de mal à se faire entendre à ce niveau-là. Parce que Mmh. autant on arrive, parfois c'est évident sur des articles écrits ou des propos tenus, mais on est toujours renvoyé à ce droit à la caricature quand il s'agit des dessins de Ouais presse. et là, il s'agit même pas que de liberté d'expression parce que souvent ils te sortent l'argument de: «Oui, mais c'est la liberté artistique, Mmh. de l'artiste, quoi». Mais en fait, je sais pas si vous vous souvenez, moi, c'est un truc qui m'a genre vraiment donné la gerbe pendant des jours. Il y avait eu une grosse actu sur la PMA, en France et Libération avait mis en une un dessin, une caricature et c'était genre, une lesbienne qui aidait, sa compagne à écarter les cuisses et il y avait, un je sais plus quel politique qui gérait la loi qui lui versait genre, une éprouvette, de sperme, bah, dans le vagin, quoi. Et ça a pas fait grand bruit. On était tous absolument, dégoûtés de ce que je me souviens et en fait, cette meuf, elle a pas du tout été inquiétée parce que c'était une meuf qui a fait le dessin et elle a eu genre elle a eu une petite exposition, il y a pas longtemps, où il y avait le même dessin, en super grand et tout. Et est-ce qu'en plus après, il y a pas des dérives vers, la cancel culture et que justement tout de suite on va, te Mmh. taguer, comme Mais quelqu'un, Bah, qui, veut, oui, mais détruire tout le le pire, moi, de ce que Charlie j'ai vu Hebdo, beaucoup, tu cancel, quoi. les caricatures, c'est vrai qu'on parle très peu dans le traitement médiatique, on parle très peu de l'icono. Mmh. Et c'est un peu un non-sujet. On essaye de travailler dessus à la JL parce qu'on a beaucoup de photographes et de personnes qui bossent dans l'icono et on se dit qu'on ferait bien genre, on remettrait bien notre kit à jour en prenant, en compte ce pan, qu'on enfin moi en tout cas à l'école de journalisme, j'ai eu très peu de cours ou de enfin comment illustrer un article, comment on fait des Comment on dessins et représente tout, les corps, en fait, Mmh, mmh, ouais. mmh, sur mmh. la question des personnes racisées, c'est beaucoup ça, en fait. On va faire, des lèvres, difformes, des nez, représenter, de façon antisémite, Mmh. par exemple, à travers, le dessin du nez et cetera, des personnes juives. Enfin, c'est Ouais.
beaucoup aussi la question de la représentation du corps. Tape non-binarité dans les médias, c'est toujours illustré par quelqu'un qui a des piercings et des cheveux colorés. Ouais. Vraiment, on en est là en 2025 de notre représentation de la non-binarité. Il y a vraiment un problème, quoi. De toute C'est façon, et c'est des images, enfin, tu vois, c'est même pas quelqu'un qui a pris une photo en manif, c'est des images de Getty Images, et enfin, je ouais, trouve que des cheveux justement, là, des cheveux mauves, quoi. pour revenir en plus sur la question qui était posée, qui était du traitement médiatique, etc., parce que je pense que c'était celle-là à la base. Mais donc, non, mais on peut se On a dire, divagué. non, mais on peut se dire que justement, dans le traitement, tu as le discours, mais tu as aussi l'image, et qu'en Oui. fait, bah, je veux dire, un article de presse, il y a aussi potentiellement une photo même qui va aller avec. Oui, et puis Et, même dans le son, quoi. ouais. Oui, Dans le et même son. dans le choix du son, Moi, de j'ai la fait musique, des effets sonores, etc. Dans le podcast, il y a beaucoup de biais. Et il y a un truc aussi, tant qu'on parle d'image, au niveau des photographies, c'est que nous, on est souvent confrontés à un problème, c'est qu'on nous confond. Qu'on nous représente en photo, ça concerne énormément les personnes noires et asiatiques, Mmh. notamment est-asiatiques ou même sud-asiatiques. On va considérer qu'ils se ressemblent tous ou qu'elles se ressemblent toutes, tu vois? Donc en fait, bah, elles sont interchangeables. Donc il y a eu le cas d'Aya Nakamura, par exemple, qui a été illustré dans des articles. En plus, on parlait vraiment de presse mainstream, quoi, de titres nationaux, et cetera, qui mettaient des photos, en fait, d'autres artistes noirs qui n'étaient pas elles. Mmh. Ça, c'est un problème où on a le cas aussi avec souvent avec des footballeurs, des joueurs professionnels qui sont noirs et qu'on va confondre. Et ça, c'est, enfin, je veux dire, comment ça se fait en 2025 qu'on puisse encore continuer à ne pas savoir à quoi ressemble Mmh. l'artiste française la plus streamée au monde? Mmh. Et peut-être pour finir, peut-être, quelques mots sur, la responsabilité des citoyens, des consommateurs des médias dans tous ces enjeux-là. Parce qu'on a parlé beaucoup de responsabilité dans les rédactions, de la responsabilité des journalistes, et cetera. Mais quelle responsabilité ont les individus, les citoyens pour, améliorer ces traitements, pour, encourager potentiellement les rédactions à faire mieux? Moi, le premier truc qui me vient là juste, c'est que, enfin, j'ai passé la semaine dernière, avec ma famille, en vacances, et j'étais avec mon cousin qui, se nourrit uniquement des réseaux sociaux, et qui n'a, aucun avis politique, ou du moins des avis politiques extrêmement biaisés. Et je pense que c'est quelque chose qu'on dit et qu'on redit, mais qui est vraiment le b.a.-ba. C'est vraiment, il faut déjà commencer par s'informer, tout Mmh. simplement. Essayer de s'informer dans différents médias, même dans enfin, sur différents médiums, pour voir lesquels vont le plus nous toucher, et au moins, à un moment, accrocher à quelque chose, enfin, et franchement, et remettre en question la parole aussi. Et pas juste se dire que j'absorbe comme ça, et que, enfin, c'est que parce que, je l'ai écouté dans un média traditionnel, c'est la Mmh. vérité, quoi. Et d'avoir conscience, et je pense que c'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'il y ait de l'éducation aux médias dans les programmes, de l'éducation nationale, Mmh. mais savoir, voilà, bah, d'où vient la parole, quelle est la ligne éditoriale aussi du média que je suis en train de consommer, quelles sont les idées, à la base. Mmh. Et bon, du coup, c'est pas la responsabilité des citoyens à cet endroit-là, mais en tout cas, nous, si on n'a pas, eu accès à ça, enfin, je pense que vraiment essayer au maximum de s'informer, dans le plus d'endroits différents possible, pour au moins avoir une vision globale avant de prendre une décision. Mais en Et fait, la presse, c'est une économie et se pose beaucoup la question des modèles économiques de nos entreprises de presse. Je pense aussi, qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité, du public à aussi financer, certains titres de presse, de donner de la force, aux modèles les plus indépendants et aussi à se détourner, des titres qui sont les plus concentrés, dans les grands groupes industriels, et cetera, et cetera. Ensuite, le truc, c'est qu'on va pas se mentir, hein, enfin, je veux dire, ils ont tellement de pouvoir et d'argent que même en renforçant, les médias les plus indépendants, ces titres vont pas, les titres racistes, les CNews, et cetera, ils vont pas disparaître, du jour au lendemain. Donc moi, je pense qu'il y a une question de rapport de force. On a besoin aussi que, les mobilisations, voilà, de la société civile, les mouvements sociaux s'emparent de ces sujets et fassent le lien avec les leurs. Aujourd'hui, on le voit, par exemple, sur la question de l'écologie, les mouvements écolos, pointent du doigt la responsabilité de Bolloré aussi, et cetera, et cetera. Mais en fait, on a besoin que, les mouvements antiracistes, les mouvements féministes, enfin, ouais, tous les mouvements, tous les différents pans, en fait, des mouvements sociaux fassent de même et sachent aussi pointer la responsabilité, des grands groupes industriels qui possèdent, l'essentiel des médias. Mais, ça veut dire concrètement que les syndicats, par exemple, s'emparent de cette question-là. Je pense que ça commence et les principaux, le font déjà. Mais, il y a une responsabilité qui va aussi, des grandes structures, de la société civile, quoi. C'est vrai que c'est difficile quand même de mettre le poids sur les Ouais. sur les citoyens, sans parler du reste, hein. Moi, j'ai vraiment envie de plus soyer
Il faut s'informer, quoi. Il faut commencer par s'informer. Pareil, dès que je vais dans ma famille, j'ai une sœur jumelle, donc vraiment on a été éduqués de la même façon, on a fait la même école, on a eu le même hobby quand on était petite. Elle ne lit pas pour un sou. Les seuls, produits médiatiques qu'elle consomme, c'est ce que je fais par solidarité, par sororité même. Mais en fait, les gens ne s'informent pas, quoi. Et mon père, qui avant lisait le journal, maintenant il lit les titres Facebook, quoi. C'est absolument, scandaleux. Mais du coup, moi, dès que je rentre à la maison, je ramène des magazines, je ramène des journaux, j'envoie des liens tout le temps et j'essaye de pousser à la consommation, médiatique. Et j'ai aussi genre plein de gens qui s'abonnent, à de la presse indépendante mais qui la consomment pas tant que ça, quoi. Mmh. Genre, ils reçoivent leur magazine et ils sont là genre: «Ah oui, ça va sur la pile, je vais le lire, je vais le lire». Mais en fait, on a perdu l'habitude de s'informer pour vraiment s'informer. En fait, Mmh. on consomme, quoi. Mais déjà, s'il Et la finance, Et c'est déjà ça. Ouais. ouais, c'est déjà ça. ouais. Mais du coup, il y a un peu ce problème, genre, est-ce que c'est le public qui doit recommencer à s'informer comme on s'informait avant? Ou est-ce que c'est nous qui devons nous adapter aux usages du public? Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut être sur Instagram, être sur Facebook, être sur Meta, sur des sur des grands, réseaux sociaux, des grandes plateformes qui ne sont pas indépendantes, qui nous sont complètement hostiles même maintenant. Donc c'est un peu, il faut bricoler, je pense et voir ce qui marche et voilà, quoi. Ouais, oui, clairement, c'est un enfin, il y a des responsabilités qui vont dans tous les sens et c'est pas, les individus, à leur petite échelle qui vont, faire tomber, Vincent Bolloré, pour nommer, peut-être le milliardaire le plus inquiétant à l'heure actuelle avec, Pierre-Édouard Stérin. Mais peut-être à l'échelle individuelle, donc soutenir la presse indépendante, évidemment, mais aussi avoir une exigence intellectuelle, en fait, vis-à-vis des médias. Enfin, quand un média qu'on soutient économiquement, fait un article, qui va être bancal en termes de traitement médiatique, bah, le dire, en fait. Le faire savoir, alors sans en ayant une forme de nuance parce qu'appeler au boycott, c'est pas non plus, un cercle vertueux, mais Mmh. réussir à la fois, soutenir et en même temps dire quand ça va pas, quand ça déconne, quoi. Mmh. Ouais, ça me fait penser ma sœur, elle Hugo Décrypte, j'ai réussi à l'abonner et un jour, elle lui a envoyé un message, en mode, parce que moi je fais ma propagande à la maison, hein. Elle était là genre: «Mais en fait, vous dites meurtre de femme, mais en fait, faut dire féminicide» et Hugo Décrypte, ou un de ses employés lui a répondu et ils ont changé la slide, quoi et j'étais Mmh. là genre: Mmh. «Rigor de Mans, bravo! I'm so proud of you!» Merci d'avoir suivi la seconde partie du 3e épisode de Miroir médiatique. Nos autres émissions sont disponibles sur Spotify, Acast, Deezer et YouTube. Dans le prochain épisode, nous rencontrerons 2 membres de l'association Article 34 afin d'échanger sur le phénomène de concentration des médias et qu'elles nous partagent leurs expériences dans des rédactions victimes d'ingérence.